Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Club Pancho. J'espère que vous allez bien. Ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro. Débrief notamment 48 heures après ce match qui a eu lieu entre l'OGC Nice et l'AS Monaco du côté du stade Louis II à la maison, comme le disait si bien le CM du club. À la maison, on est rentré avec 0 points. Voilà, troisième match consécutif sans victoire pour l'OGC Nice qui stagne actuellement mais qui n'est pas totalement décroché. C'est Monaco qui a fait la bonne opération en récupérant cette place de dauphin que l'OGC Nice avait jusqu'à la 45e minute de jeu, jusqu'à la mi-temps finalement. On va revenir en détail sur ce match, parler du contenu, parler de la tactique, parler un peu du ressenti aussi par rapport à certaines attitudes du terrain, notamment avec un de nos invités du soir qui était au stade. Pour débriefer en long en large ce match et venir garnir cette composition d'équipe, j'ai le plaisir d'accueillir Hugo avec nous ce soir. Bonsoir Hugo, comment vas-tu? Salut Pancho, salut Hugo. Ravi de débriefer ce petit match de l'OGC Nice, ce petit derby, mais ça fait toujours plaisir de venir dans le club Pancho pour parler du gym qui nous déçoit semaine après semaine. Ta théorie se confirme, hein, mine de rien. Hugo, semaine après semaine. Il est là également, ça fait un petit moment, quelques années même qu'il est pas venu dans l'émission. J'ai le plaisir d'accueillir Iclo. Salut Iclo, est-ce que je te demande comment tu vas? Salut Pancho, salut à tous, salut Hugo. On va avoir le temps d'en parler, hein. Parce que voilà, on a fait le choix de supporter l'OGC Nice et on sait comment ça se passe avec l'OGC Nice. Voilà, bon, tout est dit finalement. Voilà, le gym a perdu le foot, hein. Comme vous le savez, si vous êtes là, c'est parce que vous avez sans doute envie de souffrir et envie de prolonger un peu les 95 minutes que nous ont offertes Nice, qui était pas grandiose, mais on va y aller progressivement et parler déjà d'une bonne nouvelle qui avait lieu donc quelques jours avant ce match. C'est la confirmation du fait que Francaise sera l'entraîneur de l'OGC Nice l'année prochaine. C'est assez fou de se dire ça parce que ça faisait 5 ans environ que l'OGC Nice n'avait pas enchaîné 2 saisons avec un seul et même entraîneur, puisque souvenez-vous, c'était Patrick Vieira qui avait été remplacé par Urcea, puis on a eu Galtier, on a eu Favre, on a eu Digard, on a eu Farioli, bref, une série d'entraîneurs qui ne se sont pas inscrits dans la durée. Et là, on va avoir un Francaise qui est, quoi qu'on en dise, peut-être un des meilleurs coachs français actuel, hein, à la tête de l'OGC Nice, au moins 2 saisons. Hugo, comment tu as accueilli cette nouvelle? Est-ce que ça fait du bien? Peut-être un peu de stabilité aussi dans ce projet sportif? Ouais, bien sûr, c'était une super nouvelle qu'il l'annonce en plus avant le derby. Donc, naïf comme j'étais, je pensais que ça allait enclencher justement une dynamique positive avant le derby. Bon, c'est très vite retombé. Mais si on prend du recul, c'est une excellente nouvelle. Moi, je faisais partie de ceux qui pensaient que l'aventure s'arrêterait en fin de saison. Encore plus après les déclarations récentes de Jim Ratcliffe qui ont pas dû être de nature à rassurer le coach. Mais c'est une excellente nouvelle. Tu l'as dit, pour moi, c'est le meilleur entraîneur français de Ligue 1, un des meilleurs entraîneurs de Ligue 1 tout court. Donc c'est une bénédiction de l'avoir dans notre club quand on voit un petit peu l'état de stase du projet Ineos, surtout qu'il pourrait avoir légitimement d'autres ambitions. Mais donc, premièrement, pour la qualité de l'entraîneur et deuxièmement, comme tu l'as dit, pour la stabilité du projet, c'est une excellente nouvelle de conserver Francaise au moins une année de plus en espérant peut-être plus si tout se passe bien dans les prochains mois. Qu'on termine deuxième ou huitième, il sera l'entraîneur de l'OGC Nice l'année prochaine. C'est les mots qu'il a employés. Iclo, toi, de ton regard, comment est-ce que tu vois un peu cette nouvelle? Voilà, il y a encore une histoire de timing. Il annonce ça. Derrière, t'as un match quand même qui est pas réussi contre Monaco. Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Enfin, comment tu te positionnes par rapport à ça? Ben, déjà, j'ai vu, je pense que c'est toi qui avais sur Twitter, sur X, qui avait partagé cette info comme quoi ça faisait plusieurs années qu'on n'avait pas d'entraîneur qui enchaînait. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, enfin, je m'en étais pas vraiment rendu compte, tu vois. Et déjà, déjà, je suis choqué. Ça fait 5 ans, tu dis? 5 ans qu'on n'a pas eu un entraîneur qui a poursuivi une deuxième saison. Comment tu veux construire quelque chose si la base, si le socle, la fondation de ton équipe qui est le coach,
s'il change tous les ans, comment tu veux construire quelque chose? Donc forcément, le fait qu'il annonce qu'il reste, je prends ça plutôt comme une bonne nouvelle. En plus, ça a l'air d'être une super personne et un bon entraîneur. Donc, voyons voir ce que l'avenir nous réserve avec lui. Mais oui, forcément, je suis content. Mais je suis quand même l'info comme quoi ça faisait 5 saisons qu'on avait un coach qui changeait toutes les saisons, c'est lunaire. Et mine de rien, tu as quand même une certaine régularité dans les résultats, malgré ce changement d'entraîneur, malgré des changements de joueurs, malgré des approches tactiques différentes, parce que le Farioli Ball avec le football proposé par Galtier, c'était pas du tout la même chose, et pour autant, tu as seulement 2 ans et demi, 3 ans qui séparent ces deux aventures. Donc finalement, moi je trouve que d'un regard extérieur, les résultats sont plutôt bons au regard du peu de stabilité quand même que tu as à la direction sportive, parce qu'on n'a pas parlé aussi des directeurs sportifs qui ont changé. Hein. Fournier qui est débarqué à l'été 2022, remplacé par Ghisolfi, puis ensuite Florian Maurice. Finalement, Hugo, les résultats, voilà, Nice a réussi quand même à être régulier. Est-ce que finalement, c'est pas un bon point, quelque part, de voir que tu arrives à être performant sans régularité ou comment est-ce que tu te positionnes? Est-ce que tu vois ça comme quelque chose d'encourageant pour la suite ou pas? Bah, ça dépend si on a envie de voir le verre à moitié plein ou à moitié vide. Tu peux te dire que, ok, être européen une saison sur deux, parce que c'était le cas jusqu'à potentiellement cette saison, même si l'Europe n'est pas encore assurée. Donc, tu avais une certaine régularité si tu prends le temps long, mais si tu regardes bien la saison de Favre, Digard, tu n'étais pas européen. Euh, donc, l'année dernière, tu retrouves l'Europe. Enfin, tu étais sur une année sur deux depuis un moment. Après, ce qui est sûr, c'est que même si on n'a pas eu de stabilité dans les coachs, chaque fois qu'un coach venait à l'OGC Nice, c'était quand même pas un grand coach, mais on a quand même eu la capacité à attirer des noms, soit des noms comme Galtier qui était champion de France, donc même si la fin d'aventure s'est pas forcément bien passée, quand il arrive, c'est un grand entraîneur. Farioli, on a eu les critiques, les limites sur le jeu, mais en termes de coaching, je pense qu'il a un vrai potentiel. Donc, ok, il n'y a pas eu de stabilité, mais il y a eu toujours des grands noms qui t'ont permis d'assurer entre guillemets, le minimum, c'est-à-dire des cinquièmes places. C'est-à-dire, c'est pas non plus, t'es européen, mais t'es en Conference League, t'es en Ligue Europa, t'es pas non plus régulier en Europe, en Ligue des Champions, comme tu pourrais l'être au vu de tes premières parties de saison. Donc moi, je suis plus de la team vers à moitié vide, parce qu'ok, t'as une certaine régularité dans le résultat, mais tu pourrais faire avec les sommes d'argent qui ont été déboursées, les noms que tu as attirés sur ton banc, tu pourrais légitimement espérer mieux qu'une cinquième place, quoi. Iclo, Et après, ouais, vas-y, je t'en prie. ouais, juste pour intervenir, autant on n'a pas eu de régularité au niveau des coachs, autant les joueurs. Alors certes, il y a des changements, hein, mais c'est depuis quelques saisons, je trouve qu'on arrive quand même à conserver pas mal nos joueurs, et ça, c'est assez nouveau dans l'histoire de l'OGC Nice. Donc ça, c'est plutôt positif. Maintenant, est-ce qu'on doit garder tous les joueurs de l'effectif actuel? Ça, c'est un autre débat. On aura l'occasion effectivement de faire un bilan comme on fait à chaque saison pour définir qui pour nous doit rester, qui pour nous doit partir. Mais toi, Eclo, finalement, tu te positionnes comment? Plutôt vers à moitié plein ou vers à moitié vide? Parce que quelque part, est-ce que c'est pas une erreur finalement aussi d'avoir tout misé sur un entraîneur? Je pense notamment à Galtier, qui est un peu ta figure forte du projet, un peu comme Franck Hez, alors que quelque part, un club, comment dire, une institution, ça se crée aussi quelque part au travers peut-être de choses un peu plus profondes, quelque part Ah liées ben, complètement, hein. au club, parce que j'ai l'impression que pendant des années, on dépendait quelque part d'hommes forts et finalement au péril un peu de notre jeu et puis de notre continuité aussi. Je sais pas si j'arrive à bien me faire comprendre, Ben, mais si, mais parce que je partage complètement tout ce que tu dis. Pour moi, alors là, c'est à chaud, mais est-ce que par hasard, on n'a pas voulu au sein du club faire les choses, se voir trop beau trop vite, quelque part, tu sais, parce que chaque fois, comme tu dis, on attire des gros coachs. Il y a une époque, on a tiré des gros noms de joueurs aussi. Bon, il y en a quelques-uns qui ont quand même bien performé, donc tant mieux pour nous. Mais j'ai l'impression et on le voit au niveau de la com, on essaye de créer quelque chose à la va-vite. On essaye de faire croire aux supporters, aux suiveurs qu'on est comme ci, on est comme ça. Mais comme tu dis, ça se construit, ça prend du temps. Le club, bon, ça fait 100 ans qu'il existe, mais je sais pas comment expliquer ça.
ça va pas se faire en une saison. Tu vas pas devenir un gros club ou un club qui joue. Alors, c'est un peu contradictoire ce que je suis en train de dire, mais j'allais dire un club qui joue le top 5 du championnat régulièrement. Tu vas t'installer dans ce top 5 là, mais ça va prendre du temps. Il y a une certaine philosophie à avoir aussi au niveau de la mentalité, au niveau de plein de choses. Et j'ai l'impression que on veut aller trop vite, on se met les pieds dans le tapis, puis ça marche. La mayonnaise, on dirait qu'elle prend jamais, quoi, parce que tu changes de coach toutes les saisons. À un moment donné, je me souviens, c'était Fournier qui parlait, c'était vers le début de la présidence de River, qui expliquait que quand ils engageaient un joueur, alors certes, il engageait sur des questions techniques et des questions football, mais il engageait aussi sur la mentalité. Et ça, j'ai l'impression qu'on l'a perdu. Parce que quand tu vois les joueurs qu'on a aujourd'hui, quand tu vois ce qui s'est passé samedi à Monaco, et entre autres à la fin du match, par exemple, le côté mentalité, le côté identité niçoise, etc., on a complètement perdu ça. Et une dernière chose aussi par rapport à tous ces changements d'entraîneur, quel est le message que tu envoies pour les prochains? À un moment donné, c'est bien, c'est beau, on a réussi à attirer des gros noms, mais ça va durer combien de temps encore cette histoire? Parce que les gros noms qui viennent, ils vont se dire non mais Nice, qu'est-ce que c'est? Alors peut-être qu'ils viennent pour le chèque, ils prennent leur chèque, ils s'en vont, je sais pas. Mais cette histoire de continuité, il y a pas de cohérence, pas de continuité. Je suis pas sûr qu'on soit dans la bonne direction. Ouais, ça donne pas forcément l'impression et la volonté aussi aux autres entraîneurs quelque part de venir enfin, développer le projet et puis s'inscrire dans le long terme. Donc quelque part c'est un tremplin, mais bon c'est pas scandaleux finalement d'être un club tremplin pour des joueurs. Reste que ton entraîneur et ta direction sportive, ça reste eh bien quelque chose normalement qui doit ne pas bouger pendant 3-4 ans minimum. Et Regarde, je vais te donner un exemple, je te coupe, mais le dernier qui est venu comme ça pour un projet et qui est resté, Claude Puel. Et Claude Puel, il a fait passer un cap au club et le club a progressé sous Claude Puel. Alors, il n'était pas tout seul, mais tu sens que le club a passé un cap à ce moment-là. Depuis, qu'est-ce qu'on a fait concrètement? Alors oui, on a joué l'Europe une année sur deux, comme disait Hugo tout à l'heure, mais concrètement, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qui a changé sur le terrain? Oui, on a des fulgurances une année, et puis l'année suivante, on fait rien du tout, et puis on recommence l'année d'après, etc. Il y a plus de continuité. Il y a plus de, pour moi, on fait un pas en avant, un pas en arrière, mais on progresse pas, quoi. moi j'ai quand même le souvenir, la grosse différence, et on va peut-être terminer là-dessus, c'est que l'époque de Puel, on était reconnu comme un club qui travaillait bien, comme un club qui jouait bien au ballon, qui avait du flair dans le recrutement, et on n'avait pas cette dimension financière ultra présente aujourd'hui. C'est-à-dire que certes, on n'arrivait peut-être pas à garder nos meilleurs éléments, mais euh, je trouve qu'on avait peut-être un collectif plus accompli et on était, alors attention, le terme il est fort, mais j'ai déjà employé ici, mais on était moins embourgeoisé. Et on avait peut-être un peu plus de grinta et peut-être une équipe peut-être plus voilà, dans l'esprit peut-être Nissart, je sais pas. Mais Exactement. Pour moi, c'est exactement ça qu'on a perdu. Et je pensais à notre émission là, dans la journée, et je me souviens je crois que c'était River au tout début de sa présidence, qui a voulu changer ça. Il me semble, dans une interview, il avait dit que les gens avaient l'habitude de voir un OGC Nice avec des joueurs qui n'étaient pas forcément les meilleurs joueurs, mais qui s'arrachaient, qui pratiquaient pas un beau football. Et lui, il a voulu changer ça, c'est ce qu'il disait dans son interview. Et on était à l'époque où le grand Barça marchait sur l'eau, et je suis pas sûr de ce que je vais dire, mais il me semble qu'il avait dit qu'il voulait s'inspirer d'une équipe comme Barcelone, en gardant toute proportion gardée, hein, et qui voulait faire du beau football à Nice pour attirer du monde au stade. Sauf que, pour moi déjà, ça c'est un premier problème, parce que à Nice, la mentalité niçarde, comme tu dis, c'est pas ça. À Nice, et encore samedi, dans les tribunes, on en parlait, tu veux des joueurs qui s'arrachent. Tu veux pas forcément les meilleurs joueurs du championnat, tu veux pas gagner tes matchs 7-0 comme le PSG, et tu veux des joueurs qui mouillent le maillot, qui représentent la ville et qui s'arrachent. Les Cédric Varro, les Cyril Roll et tout ça, ils sont où aujourd'hui? hmm. Bon, on va petit à petit en fait découler sur le match. Hugo, ton ressenti 48 heures après la rencontre,
On va bien sûr développer certaines parties sur ce match parce qu'il y a pas mal de choses à dire, mais déjà peut-être d'une manière un peu brute, ton ressenti, est-ce que c'est du gâchis Franquès parlait de logique finalement. L'OGC Nice a perdu contre une équipe meilleure. Tu te situes où, toi, Hugo? Ouais, moi, je suis totalement d'accord avec ça. J'ai vu que tu avais titré la miniature d'annonce d'émission logique. Bah, moi, en fait, c'est peut-être un peu malheureux ce que je veux dire, mais j'y ai cru à aucun moment du match. C'est-à-dire, même quand on a mené 1-0, ouais, en fait, tu reviens à la mi-temps, c'est un miracle, quoi. Tu as le penalty de Boulka, tu as Minamino qui touche l'équerre, tu as un autre face-à-face gagné par Boulka. En fait, tu prends des vagues pendant 15-20 minutes. Tu arrives à ressortir 2-3 ballons, à te créer quelques opportunités et tu marques sur une de tes rares actions bien construites. Mais au final, si tu regardes le contenu du match à la pause, t'as pas existé. Moi, j'ai directement vu la classe d'écart entre les deux équipes au niveau technique sur les 15 premières minutes, ça m'a vraiment frappé. C'est-à-dire qu'on, sans presser forcément très fort, Monaco, t'as mangé, t'as empêché de ressortir les ballons, t'as pas fait 2 passes pendant 15 minutes. Et c'était vraiment frappant, même sur la dimension physique. Le milieu Rosario Santa Maria s'est fait manger par Zakaria Camara, il y a pas eu photo. Niveau tactique, on en reviendra sans doute après. Je pense que Hez a été battu et s'est trompé dans ses choix. Donc en fait, ça fait tellement de points, en plus de ce qu'on évoquera aussi, c'est-à-dire peut-être pas l'état d'esprit, mais le côté derby. En fait, si tu n'as aucun des 4 éléments majeurs d'un match de foot, tu n'as juste aucune chance d'y arriver. Et même malgré le score positif à la pause, enfin, tu vois les 5 premières minutes de la seconde mi-temps, tu as vite compris que tu vas repartir exactement comme en première. Et c'est tout à fait logiquement que Monaco égalise et que Monaco prend l'avantage ensuite. Donc, je trouve que Franquès, dans son analyse, s'est pas trompé. Hein, c'est logique. C'est-à-dire que tactiquement, techniquement, sur les individualités, il y a pas eu photo entre les deux équipes samedi. Iclo, tu étais au stade samedi soir. Tu as un Ouais. ressenti du coup plutôt de terrain. T'es dans quel état d'esprit là, 48 heures Tu as l'air toujours un peu, on va dire. Ah ouais, moi je suis encore, je suis encore chaud de ce qui s'est T'es pas passé. redescendu. Du coup, t'es quoi? Non, non, non. T'es en colère? T'es comment là? Ouais, ouais, en colère. Bah, déjà, je partage quasiment tout ce que vient de dire Hugo. La seule différence, c'est que quand il y a le penalty arrêté, la transversale, qu'on joue en bleu et que Boga marque, Ouais. j'ai cru qu'on allait gagner. Mais juste par rapport à ça, parce que tout le reste, je suis d'accord avec Hugo. Hein, il y a pas eu de match. Il n'y a pas eu de match. Encore une fois, on parle d'un derby. Alors la com, ils sont très forts hein, pour jouer sur le derby, sur le fait qu'on est tous ensemble, qu'on débarque à Monaco, qu'on joue à la maison, etc., etc. Mais ils ont envoyé le message aux joueurs. Ils le savent les joueurs qu'on joue un derby, parce que que tu te fasses dépasser au niveau technique sur le terrain, etc. Ok, c'est une chose. Mais à quel moment il y a un joueur qui va aller mettre un tampon, qui va montrer un peu d'agressivité, qui va rentrer, tu rentres dans le match d'une autre manière. Quand les Monégasques qui marquent le but, là, ils sont devant le parquage, ils viennent nous chambrer. Ils sont où les joueurs pour aller les virer? On a l'attaquant de Monaco, j'ai oublié son nom, Biret. Biret. Ouais. Il marque le but, il vient nous chambrer, il se met devant le parquage, il vient nous chambrer. Il n'y en a pas un de chez nous qui va et qui le bouge pour lui demander de dégager. Donc, tu vois, c'est ce genre d'attitude, moi, samedi, je ne comprends pas, je ne m'explique pas. Après, il y a d'autres choses. Tu joues un match potentiellement qui t'amène sur la deuxième place. Et en plus, c'est un derby, encore une fois. Mais je comprends pas. Je comprends pas l'attitude, je comprends pas. Qu'on se soit fait bouger au niveau, encore une fois, technique, c'est une chose. Que Monaco soit supérieur, c'est une chose. Mais par contre, dans l'attitude, je m'explique pas ce qui s'est passé. Et c'est pas juste sur ce match, hein, c'est sur beaucoup de matchs. J'ai l'impression de le répéter à chaque match. Parce que, effectivement, Iclo le dit, Hugo, hein, tu avais quand même une belle opération à réaliser. Un peu plus tôt, Marseille qui se prenait les pieds dans le tapis chez l'ogre rémois. Tu avais quand même la possibilité, au cours voilà, d'une belle soirée, et tu es en fait mathématiquement à la mi-temps deuxième, mais en fait, on va pas dire que c'est un hold-up à la mi-temps, parce que malgré l'entame extrêmement poussive, je trouve que tu reviens quand même dans le match à la 25e.
avec peut-être un peu plus de maîtrise et un peu plus de situation. Mais voilà, nous on a peut-être joué le derby en tribune et sur les réseaux, et puis il y avait une équipe finalement qui a joué le derby sur le terrain, et c'était Monaco, quoi, finalement, Hugo. Ouais, c'est sûr, même au-delà du derby, c'est une équipe qui a joué un match de foot et qui a été meilleure au foot que le Nice. En fait, c'est pas plus compliqué que ça. C'est finalement dans la lignée des derniers matchs, c'est-à-dire que Lyon, Auxerre, Monaco, tu as une certaine continuité dans les difficultés de l'équipe à jouer simplement. On a perdu le fil footballistique de ce qu'on faisait parfois de très bien sur le début d'année, sur le mois de janvier. Et moi, je sens des joueurs peut-être pas en crise de confiance, mais vraiment ne plus dégager ce qu'ils sont capables de dégager sur ces gros matchs, ce qu'on a souvent dit qui était leur force. Là, tu sens que dans les duels, tu es battu, tu sens qu'il y a de la crainte, parfois même de la nervosité, mais dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire pas contre l'adversaire, mais dans l'équipe, ça diffuse de la peur, en fait, et je trouve ça palpable, quoi. L'action du penalty, elle est parlante, quoi. Dès la 5e minute de jeu, il y a une remise totalement foireuse de Santa Maria vers Bulka qui panique, qui dégage, la faute derrière. Enfin, tu sens que tu n'engages pas le match comme tu devrais l'engager avec cet aspect derby, cet aspect énorme opportunité à faire. Tu peux passer deuxième. Normalement, les joueurs devraient être libérés dans ce genre de match, devraient avoir envie de les jouer, être surmotivés. Et tu dégages de la peur, de la crainte. Et c'est le cas depuis le match de Lyon. Hein. C'est-à-dire que on en parle souvent dès que le club a l'opportunité de passer un cap, on se prend les pieds dans le tapis, mais je pense que c'est une réalité. On l'a dit, c'est un groupe qui a connu les difficultés de l'année dernière où on s'était écroulé à peu près à la même période. Je trouve que ça se ressent. Je trouve que au niveau mental, au niveau de la confiance, en tout cas, moi, je trouve que c'est palpable la crainte qui se dégage de cette équipe, et c'est un peu inquiétant quand on voit ce qui nous attend dans les prochaines semaines. Iclo, tu disais avant le début du match, mais c'est quand la dernière fois qu'on a bien joué? On avait répondu unanimement avec Hugo. Enfin, moi j'avais répondu Marseille, Hugo a répondu Lens. Qu'est-ce qui a changé finalement depuis moi j'avais quand même abordé un sujet à ce sujet-là. Enfin, ce sujet-là, je me répète. J'embrasse Matt parce que finalement, j'ai l'impression que depuis qu'on a récupéré nos forces vives, depuis qu'on a quasiment notre banc, on est devenu extrêmement prévisible, on est devenu extrêmement scolaire, alors que finalement, peut-être qu'à un moment donné, notre force, c'était de nous rendre imprévisibles au travers d'une approche tactique différente et des joueurs finalement qui étaient alignés. J'ai un peu cette douloureuse impression, c'est-à-dire que Monaco, c'est pas un match raté, c'est des signaux d'alerte semaine après semaine qui résultent d'un match où finalement tu te fais bouffer. Tu perds 2-1, mais s'il y a 4-1, il n'y a pas scandale en fait. Donc en fait, il n'y a pas vraiment de question, juste Iclo. Qu'est-ce que tu penses de l'OGC Nice de samedi soir et puis des dernières semaines? En fait, on a peut-être regardé en haut alors que peut-être qu'il va falloir regarder derrière nous et notamment Strasbourg qui remonte en bombe, quoi. Ben, nous, en tant que supporters, bien sûr, qu'on voit tout ça arriver derrière, les joueurs, des fois, je me demande s'ils ont conscience de ce qu'ils jouent, des enjeux, etc. Rappelle-toi ce qu'il a dit le coach d'Auxerre à la fin du match. Nice ne voulait Est-ce que pas tu te gagner le rappelles? match. Hmm. Voilà. Mais est-ce que c'est normal qu'un coach adverse il dise un truc comme ça? Quand t'es joueur, moi je suis coach, je leur passe en boucle dans le vestiaire. Les gars, réveillez-vous. Réveillez-vous, allez rentrer avec le couteau entre les dents sur le terrain. C'est, et tu sais, même, c'est une réflexion qu'on se faisait avec les copains au stade. Même contre des petites équipes, à domicile, on n'est pas capable d'emballer les matchs d'entrée de jeu, de rentrer dedans dans les adversaires, de les éteindre. Alors, on l'a peut-être fait à l'occasion une fois ou deux, mais tu rentres dedans dans un match comme ça avec cette attitude-là. Tu plantes un but, deux buts. Et c'est arrivé combien de fois cette année, les années précédentes, des matchs que tu te dis, s'il y a 3-0 à la mi-temps, c'est pareil. Et au final, il n'y a que 0-0. Mais tu rentres avec cette rage-là. Déjà, tu prends tout le stade avec toi, tu embarques tout le monde avec toi et tu les éteins, tes adversaires. Pour moi, on a la capacité de le faire, mais je ne comprends pas, on ne le fait pas. On a la capacité technique de le faire, mais
encore une fois, j'insiste beaucoup sur le mental. Moi, j'ai l'impression que le mec, il s'en fout. J'ai pas l'impression qu'il... Tu sais, tu as la deuxième place à aller chercher. C'est pas la première fois qu'on se retrouve dans des positions comme ça où, on le sait, c'est dans notre ADN. Dès que tu as un match en jeu qui peut te faire basculer une saison du bon côté, et en plus, tu joues contre un adversaire plus faible. Alors, je parle pas de ce week-end, mais je me souviens de matchs, entre autres, contre Nantes. Hein. D'ailleurs, le prochain match, c'est contre Nantes. Tu fais jamais la bascule. Pourquoi ? Alors pourquoi, Hugo, on n'arrive pas effectivement. Alors Monaco, c'est pas forcément un bon exemple parce que ça n'a pas été un Non, problème c'est ce que vraiment je te dis. de réalisme, mais c'est vrai qu'on a beaucoup parlé cette saison de réalisme dans les deux surfaces. Est-ce que c'est mental? Est-ce que on a eu cette impression, enfin je sais pas ce que t'en as pensé, Hugo, mais qu'on était usé. Alors je sais pas, enfin usé physiquement. J'ai l'impression que, alors retour de trêve, on sait que bon, pas tous ont joué, mais Guessant a joué, Abdi a joué, Boudaoui a joué. Ces joueurs ont pu prendre part avec leur sélection nationale. Mais au moment où tu te dois de sortir des meilleures performances, on s'écroule. Donc ça vient d'où finalement? Parce que les signaux, on les a vus, hein, contre Auxerre, contre Lyon, même contre Saint-Etienne. Même contre Saint-Etienne, la première mi-temps contre Saint-Etienne, on gagne 3-1, mais elle est affreuse cette première mi-temps. Non, mais tu l'as dit, moi, c'est une conjonction de facteurs. Je viens d'aborder l'aspect mental avec le fait que ça se ressent qu'il y ait de la fébrilité et la peur de tout perdre qu'a cette équipe. Mais dans l'aspect technique et l'aspect purement football, moi, je l'avais dit, il me semble, dans la dernière émission qu'on avait fait après Auxerre, c'est que même le mois de février où on fait un 4 sur 4 en battant Saint-Etienne, Montpellier et Le Havre, si tu regardes vraiment attentivement le contenu de ces trois matchs, c'était souvent en dents de scie. La première mi-temps à Saint-Etienne est totalement ratée. Montpellier, c'est compliqué alors qu'ils étaient en perdition. Le Havre, tu t'en sors bien parce qu'il y a une grande période où tu te fais bouger, où Le Havre a pas mal d'occasions. Donc en soi, c'est des signaux, comme tu as dit, qui sont là depuis longtemps. Et en fait, c'est une continuité. En fait, tu as juste pris le mur quand tu as affronté une équipe supposée de ton niveau, c'est-à-dire Lyon, où malgré une bonne première mi-temps, tu as été mangé dans le réalisme et l'expérience. Et depuis, ce match a vraiment enrayé la dynamique collective et mentale. Et c'est depuis ce match, clairement, que tu ressens qu'il y a beaucoup de fébrilité, qu'il n'y a plus de légèreté, qu'il n'y a plus cet aspect combatif qu'on avait quand même au début de l'année, où c'était quand même une des forces. On disait que Francaise imposait enfin sa patte. Et j'ai l'impression que cette série positive en février a un petit peu maquillé des défauts de l'équipe. On y viendra, je pense, après à l'aspect tactique et à l'immobilisme du 3-4-3 ou même l'immobilisme du 11. C'est-à-dire que je pense que Francaise a voulu faire le choix de la continuité, mais je pense qu'il a perdu certains joueurs comme Sofiane Diop, on va y venir, où je trouvais que son entrée elle était encore compliquée, alors que au début de l'année, il marchait sur l'eau. Donc, je pense qu'il y a un mélange de tout. Là, je pense qu'on est en train de se prendre un mur qu'on voyait arriver quand même depuis quelques mois, mais qui converge surtout sur la tactique, sur le mental. Et il va falloir en sortir très très vite parce que ça peut être très compliqué. Tu as parlé du classement. On parlait de la Ligue des Champions et de la deuxième place. Je pense qu'il faut déjà assurer l'Europe tout court. Hmm. Alors tu parlais effectivement du 11. Sur ce match-là, il y a eu quand même, bon, mis à part la titularisation de Rosario qui est liée au fait que Boudaoui n'était pas à 100%, qu'il est rentré de la trêve, etc. Il y a eu quand même voilà, ce choix de titulariser Jérémy Boga en lieu et place de Gaëtan Laborde qui a recentré Shaw. C'était approximatif de mémoire. Alors Boga n'était pas titulaire au match aller contre Monaco, mais il me semble qu'il y avait eu un Shaw dans l'axe au match aller, il clôt. Qu'est-ce que tu as pensé finalement de la titularisation de Jérémy Boga? Et finalement, bon, buteur et plutôt un match intéressant dans le contenu. Qu'est-ce que tu en as pensé? Intéressant dans le contenu par rapport aux autres, par rapport au reste de Oui, l'équipe, l'un des peut-être. seuls qui a été avec Boulka et Youssouf, on va y venir, mais peut-être. Ouais, mais c'est trop peu. C'est trop peu. Et là, tu parlais de Shaw. Moi, je comprends pas. Shaw, il est là tous les matchs. Le type, il marche, il est nonchalant. Je comprends pas. Pourquoi dans un match comme ça, tu mets pas un Laborde, tu vas les presser haut. Laborde, c'est le seul qui sait faire ça. À un moment donné, il y avait, c'était Diop aussi qui jouait beaucoup comme ça, mais c'est les seuls qui vont pressing, qui vont les bouger, qui vont les presser haut. Les deux, trois fois, on les a pressés haut, ils étaient en panique.
juste avant qu'on marque le but. Tu mets un Shaw. Shaw, il est nonchalant, alors il va te faire une fulgurance par-ci par-là, mais c'est trop peu. Encore une fois, j'ai pas compris déjà tous ces changements. Alors oui, ok, Boudaoui, il était fatigué. Il court beaucoup, hein, Boudaoui. Mais je sais pas. Moi, franchement, j'insiste beaucoup là-dessus, hein, mais je suis resté bloqué sur cette histoire de mentalité et d'attitude alors sur tous les matchs, mais particulièrement sur celui-là, sur le derby. Quand on arrive au stade, et tout à l'heure, Hugo, tu as dit un truc, tu décrivais en fait la faillite de l'équipe, et en fait, tout ce que tu décrivais, c'était exactement tout l'inverse des supporters. C'est-à-dire que tu dis que l'équipe, les joueurs, quand ils rentrent sur le terrain, tu as l'impression qu'ils ont peur. Les supporters, ils n'ont pas du tout peur. Ils viennent pour envahir Monaco et pour les bouffer. Et tout ce que tu as décrit, en fait, je faisais le parallèle dans ma tête avec les supporters. C'était tout l'inverse. Mais pourquoi les joueurs ne... Alors oui, l'accumulation, depuis Lyon, ils ont peur de tout perdre, peut-être, je sais pas. Mais dans ce cas-là, qui changent de métier, peut-être, hein. Moi, je conçois pas, en fait, que tu sois sportif de haut niveau et professionnel, et de rentrer sur un terrain et de pas rentrer dedans, quoi. J'arrive pas à me l'expliquer. La titularisation de Shaw, Hugo, pour en revenir là-dessus, euh, finalement, sur le papier, alors moi, c'est vrai que je l'avais plutôt bien senti lorsqu'on avait fait le numéro avant-match, hein, d'ailleurs, toujours 0 victoire après les avant-matchs. On va peut-être arrêter cette connerie. Mais le Shaw dans l'axe, finalement, sur le papier, en tout cas, il n'est pas déconnant. Mais pour moi, en fait, à ce moment-là, la manière dont on a joué, c'est-à-dire, on les a pas du tout pressés haut, on n'a pas du tout récupéré de ballons haut, on n'a pas du tout pété en transition. En fait, c'était quoi exactement le plan de jeu? Parce que moi, j'ai pas compris. Et finalement, Shaw, les petites situations. Alors, je comprends Eclo et beaucoup critiquent le match de Shaw. Moi, je trouve que dans le contexte du match, quand tu l'envoies au casse-pipe entre trois monégasques, honnêtement, mais c'est quoi l'idée en fait? C'est ça. C'est quoi l'idée Pourquoi tu mets chaud? Pourquoi tu mets chaud? C'est-à-dire que tu voulais, je pense, apporter de la vitesse, apporter de la percussion, gagner des mètres avec le ballon. Finalement, les seuls ballons qu'a touché Shaw, dos au but, au mieux au centre ou sur un côté, avec trois monégasques autour de lui. Et voilà. Et honnêtement, en fait, c'était quoi l'idée? Et c'est pour ça que moi, on y reviendra peut-être un peu plus. On peut y aller maintenant, mais c'est plus l'approche tactique de ce match-là que j'ai absolument pas cerné. Absolument pas cerné. Effectivement, c'était un derby, il fallait aller dans le duel. Bon, tu fais le choix de mettre Shaw devant, pourquoi pas. Mais dans ce cas, je sais pas. Aspire Monaco, défends bien, défends resserré. Et puis dès qu'il y a une balle devant, tu exploses un peu comme tu as fait contre Marseille, quoi, finalement, Hugo. Non, mais moi, je pense que pour le coup, l'approche tactique, elle était facilement cernable. C'est-à-dire que c'est l'attaque Guessant-Choboga, c'est l'attaque que Hez aligne à chaque gros match. C'est-à-dire qu'à l'aller contre Monaco, c'était ce même trio. Contre Paris à domicile, c'était ce trio-là. Il me semble qu'à Marseille, Marseille au match aller, c'était ce trio-là. Mais la seule différence, pour moi, c'est le milieu de terrain. C'est-à-dire que pour moi, dans les gros matchs, Hez, il fait le choix de bloc plutôt bas, comme on l'a vu le match qu'on gagne à Marseille, et on explose en transition avec des sorties de balles rapides, des attaquants, trois flèches devant, et on joue en transition, on ne s'occupe pas de la possession, etc. Mais pour jouer comme ça, il faut pouvoir sortir les ballons. Et comme je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, tu as été incapable de sortir le moindre ballon. Dès qu'il y avait le moindre pressing de Monaco, ça balançait. Et là, je te rejoins, tu envoyais effectivement un show. Combien de fois on l'a vu essayer de partir, mais de limite de la surface et devoir essayer de remonter tout le terrain. C'était impossible pour les trois attaquants. C'est pour ça que moi, j'ai pas envie de plus de les charger que ça. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont eu des miettes à exploiter et c'était injouable. Et pour moi, tout part du milieu Rosario Santa Maria, où ça a été catastrophique. T'as pris des vagues au milieu de terrain. Ils ont fait, honnêtement, les deux, ils ont fait un match, je trouve, catastrophique. Limite Santa Maria plus que Rosario, c'est dire. Et ça, en fait, ça a tout déréglé. C'est-à-dire que le plan de jeu, c'était ça. C'était le plan de jeu S, gros match. C'est-à-dire pas de possession, c'est verticalité à fond et on part en contre. Mais sauf qu'en fait, si tu n'arrives pas à sortir les ballons, ça ne sert à rien. Et on en reviendra plus tard, c'est que j'ai pas compris pourquoi S ne s'est pas adapté plus vite dans le match. C'est-à-dire qu'en fait, dès la pause, tu as bien compris que ça ne fonctionnerait pas avec ce milieu et que le plan de jeu était caduque.
Et comme souvent, en ce moment, tu attends de te prendre le but et d'être en difficulté pour changer. Et je trouve que c'était trop tard. Santa Maria, il clôt, match compliqué. Bon, il y a forcément cette double erreur qui amène au penalty. On a l'impression un peu que la lune de miel qui avait plutôt bien démarré lors de son arrivée prend un peu du plomb dans l'aile sur les dernières semaines. Alors attention, il y a d'autres joueurs qui ont fait des matchs compliqués, on y reviendra. Mais Santa Maria, bon, après l'association quand même, il faut en parler. Après, il n'y a pas forcément beaucoup de choix. Boudaoui pas à 100%, Dombélé encore absent. Mais finalement, dans ce système de jeu-là, tu n'avais pas forcément d'options. Bon, quel est ton ressenti par rapport à cette perte de milieu de terrain? Bah, Et est-ce qu'il non, aurait peut-être fallu renforcer l'axe du terrain au regard de la composition monégasque où tu avais quand même beaucoup de joueurs qui cherchaient cet axe-là, Minamino, Akliouche, Camara et compagnie, et Zakaria notamment. Enfin ouais, et tu le renforces avec qui? bah, alors je prétends pas, c'est facile 48 heures après le match de dire ça, mais sur Non, ce mais match, là, à froid, tu t'aurais mis qui? j'aurais mis un joueur supplémentaire. Loucher? Je sais pas. C'est ça la question, c'est que tu mets qui? Loucher en double pivot, je sais pas. Mais je sais qu'à un moment donné, en début de saison, on avait joué avec trois milieux de terrain, une sorte de 4-4-2 losange, avec trois milieux de terrain, avec une pointe basse et deux mecs, et que Diop avait joué ce rôle-là. Donc ça m'aurait pas choqué de voir, je sais pas, un Rosario 6, un Santa Maria axe droit un peu plus vertical box to box, un Diop un peu plus meneur de jeu, et puis ça fait combien? Ça fait Diop 1 3, et ensuite tu mets tes trois devant en mettant peut-être Shaw et Boga un peu plus axe et Guessant devant. Quelque Et part, parenthèse, quand on avait ce genre de système de jeu, on prenait un peu plus de plaisir au stade que de jouer à 3 derrière. Là, ça fonctionne pas du tout. attention, moi c'est vrai que je suis pas, on va dire, fervent défenseur du 4-2-3-1. On voit beaucoup ça dans la communauté aussi, de dire ouais, machin, l'équipe. Mais dans ce système de jeu-là, et surtout, Hugo l'a dit, cette absence d'adaptabilité en cours de match, ou alors tardive, quelque part, tu le vois quand même rapidement que tu vas pas, que tu n'arrives pas à ressortir les ballons, qui te manque du mouvement et qu'il y a un fossé abyssal entre ta ligne défensive composée en plus des deux milieux de terrain et les offensifs. Le bloc n'est pas composé et donc il y a trop de distance entre chaque joueur. Peut-être qu'effectivement il aurait fallu mettre un lien, quelque chose de, voilà, un joueur supplémentaire dans cette zone-là, je sais pas. Ça, ou alors, et c'est ce que je me suis dit samedi soir, je n'ai pas compris la titularisation de Rosario. Alors que j'aime bien Rosario, mais à l'inverse, j'aime moins Boudaoui, mais j'aurais préféré qu'il laisse Boudaoui au final, parce que Boudaoui, Santa Maria, déjà, ils ont l'habitude de jouer ensemble. Et, Ils sont plus et alors que complémentaires. Rosario. Hein? Ils sont plus complémentaires surtout. Ouais, ils sont plus complémentaires et puis ils ont l'habitude. Alors que là, Rosario, tenter un truc comme ça sur un match comme ça, ben, alors à moins que vraiment Rosario il était vraiment cuit, complet, carbonisé de sa trêve, je sais pas, j'ai pas suivi ce qu'il a fait. Seule chose que j'ai suivi, c'est que son entraîneur a dit qu'il finirait dans un grand club, mais pour l'instant il n'y a aucun club qui l'appelle. Hein. Mais mais non, je sais pas. Comme tu dis, des fois, tu as l'impression qu'ils s'entêtent. Ben, c'est pas nouveau. Hein. On a beaucoup de coachs à qui on reproche de s'entêter dans leur système. Et puis, de toute manière, nous qui on est, hein, c'est facile, hein, derrière un ordi. Oui, c'est clair. Mais c'est simplement que, enfin, Hugo, tu vas nous dire un peu ce que tu en penses, mais qu'à ce moment-là, t'arrivais pas à construire une attaque. Le seul moment où t'es bien dans le match, c'est vers la 25-30e minute de jeu où t'es un peu plus haut, mais c'est pas en ressortant mieux les ballons. C'est-à-dire que même en jouant bas, t'aurais peut-être plus jouer différemment, avec un peu plus de maîtrise technique, et c'est pas avec un milieu de terrain Rosario Santa Maria que tu vas bien ressentir les ballons, au-delà du fait qu'il y a eu beaucoup de déchets dans les transmissions, Hugo.
Ouais, bah, d'autant que le milieu Rosario Santamaría, elle avait été aligné une fois au départ d'un match et c'était la première mi-temps à Saint-Etienne qui avait été catastrophique et où déjà on avait ciblé ce milieu-là qui avait pris l'eau. Donc tu te dis que forcément, avec le 3 étages au-dessus contre Monaco, je vois pas comment ça pourrait être mieux. Mais moi, en tout cas, sur Aise, c'est pas la compo de départ où j'y en veux, parce qu'on a déjà performé comme ça avec cette attaque, avec ce système dans des gros matchs. Donc ça me choque pas qu'il le tente, mais ça, ce qui me gêne, c'est que j'ai regardé le premier changement, le double changement, il intervient à la 67e minute. Et l'égalisation de Biarritz, il me semble que c'est à la 54e. Donc tu attends 13 minutes avant de faire ton changement. Et 3 minutes après, tu prends le deuxième but. Donc c'est une constante qui revient ces derniers temps, ces changements tardifs. Et c'est dommage parce que, comme tu l'as dit au début de l'émission, on retrouve un banc conséquent, on a des solutions. En plus, on avait valorisé Francaise sur la première partie de saison sur justement sa capacité d'adaptation. Quand on avait beaucoup de blessures, il n'hésitait pas à un match sur l'autre changer de système. On a vu le 4-4 de Losange, le 4-2-3-1, le 3-4-3. Donc c'est quelque chose qu'on a valorisé au début de l'année. On disait Francaise, enfin un coach qui arrive à s'adapter. Et là, depuis qu'on a retrouvé toutes nos forces vives et qu'on a justement pu voir qu'on était performant dans plusieurs systèmes, on a l'impression qu'il s'est renfermé dans ce système et en conservant un même 11 et une même structure. Et c'est vraiment dommage parce que je pense qu'il y avait moyen de faire mieux, il y avait moyen de réagir avant, il y avait moyen d'impulser quelque chose pour enfin jouer ce match. Et tu as l'impression que la seconde mi-temps, elle est passée et il ne s'est rien passé, quoi. Bon, on a strictement rien fait, mais moi j'ai besoin que vous m'expliquiez parce que, effectivement, tu parles de cette vague de changement à la 67e. Il y a également à la 76e les entrées de Tom Louchet et de Sofiane Diop. Et là, paf, changement tactique. Avec la sortie de Moïse Bombito, tu repasses à 4. Et Diop qui vient dans le cœur du jeu à la 76e minute de jeu. Donc, C'est le deuxième but, ouais. voilà. Et surtout, alors moi il y a un truc que j'ai pas compris. 82e, alors que tu galères tout le match à sortir le ballon, tu retires un milieu de terrain, tu sors Santa Maria et tu fais rentrer Terem Moffi. Et là, tu passes en 4-4-2 à plat, si on peut dire, avec une doublette au milieu de terrain, Diop Boudaoui. Et on s'est procuré, sur la deuxième mi-temps, aucune situation. Euh, J'avoue que j'ai pas compris ce changement tactique, surtout que tu laisses pas le temps en fait à ce changement tactique de vraiment prendre effet, parce que 6 minutes plus tard, tu retires un milieu dans ce dispositif-là. Donc bon, j'ai cru qu'il s'est, enfin, ça va être dur, mais j'ai cru que Hez était dans Football Manager, quoi. Si je vais faire rentrer un attaquant supplémentaire, je vais tout mettre. Mais bon, au-delà du fait que Mofi a été un peu remuant et que tu sens qu'il a les cannes et tu sens qu'il a envie de revenir, je sais pas comment vous l'expliquer, mais ouais, dans la lecture du match, et c'est pas la première fois qu'on dit ça sur Hez, je trouve il s'est complètement trompé en fait sur ce match-là. Et quelque part, la deuxième mi-temps, t'as beau avoir changé 3 fois de système, t'as aucune situation parce que le ressenti qu'on a du match, à savoir Monaco au-dessus, elle se ressent sur les stats, hein. 9 tirs pour Nice, 17 pour Monaco, 4 tirs cadrés pour Nice, 6 pour Monaco, 5 grosses occasions pour Monaco. Bon, les XG sont un peu biaisés par rapport au penalty, mais 2,45 à 0,50. Je veux dire, c'est. Voilà. Ouais, enfin. Je sais pas si vous voulez rajouter quelque chose en particulier, mais. Non, moi juste confirmer que quand Mofi est rentré à la place de Santa Maria, j'ai pas compris non plus. Et je me suis un peu fait le même genre de réflexion. J'ai pas forcément pensé à Football Manager, mais j'ai pas compris. En fait, ça m'a donné un peu l'impression qu'il était perdu. Enfin, pas Hez tout seul, hein, mais que tout le monde était perdu. Puis vas-y, Mofi, il est en feu, peut-être, on sait jamais. Par un miracle, il va débloquer la situation. Et encore, je dis ça, mais à ce moment-là du match, tu continues à faire des passes en arrière. Ça, je comprends pas non plus. Tu perds 2-1, tu joues à 10 et tu continues à faire tourner le ballon, à faire des passes derrière. Donc, je sais pas, j'ai l'impression qu'à ce moment-là, alors, depuis l'entame du match, hein, mais particulièrement à la fin du match, tu as l'impression qu'ils sont tous perdus, ils savent pas ce qu'ils font, ils savent pas comment ils vont gagner le match, ça c'est une certitude. Qu'ils aient envie de le gagner, c'est à se poser la question s'ils ont envie de gagner le match. Mais ouais, c'était
C'était un peu lunaire. Et d'ailleurs, à ce moment-là, ça chantait plus trop dans le parcage. Il y a une forme de démobilisation collective, j'ai l'impression. Ouais, complet, ouais. Est-ce que vous êtes inquiet pour la suite de la saison? Parce que malgré tout, il reste là combien? 7 matchs? Ouais. T'es censé normalement avoir l'excitation. Et je sais pas vous, mais moi je crains. En fait, là, j'ai peur finalement, Hugo. Bah ouais, parce que les dynamiques sont totalement inversées. Tu vois que nous, peut-être on a peut-être lancé le sprint final trop tôt, mais notre meilleure période, elle est passée. C'était mois de janvier, début février. Et à l'inverse, des équipes qui étaient dans le creux en début de l'année, comme Lyon, comme même Strasbourg, ça remonte très très fort. Tu peux compter aussi sur Monaco qui finit toujours ses saisons canon. Donc tu as une espèce de courbe croisée de Nice et Marseille qui descendent et de tous les autres concurrents qui sont en train de remonter. Et ça fait que forcément, tu peux pas être serein, surtout quand tu vois notre calendrier. Tu as Nantes qui arrive, qui est notre bête noire sur les dernières années. Après, tu vas à Strasbourg, à la Méno qui est en feu total. Donc, la dynamique collective est pas rassurante. Et moi, je suis très peu serein sur les prochaines semaines. Je l'avais déjà dit, je trouvais que notre équipe était de toute façon trop limitée pour accrocher le podium et la qualification en Ligue des Champions. Comme j'ai dit, là, il faut vraiment essayer de se concentrer sur assurer au moins le top 5 et la Coupe d'Europe parce que ça va être très très dur. La bagarre, elle va être très serrée. On pensait au départ se battre avec Marseille et Monaco. Lyon et Strasbourg sont revenus. Lille est toujours là. Donc le top 7, il va falloir l'assurer et il va falloir se reprendre très sérieusement. Et j'espère que les joueurs en ont conscience, quoi. Justement, vendredi soir, oui, c'est vendredi soir, Ouais. réception du FC Nantes de l'horrible Antoine Kombouaré. Vous avez votre boule de cristal, Iclo Hugo. On va commencer par toi, Iclo. Est-ce que tu fais des choix forts? Est-ce que tu changes d'approche tactique? Là, j'ai quand même l'impression de régénérer un peu cette équipe-là. Est-ce que tu penses qu'on va perdurer dans cette approche tactique-là? Ou est-ce que tu imagines des changements? Barre a pris 2 matchs fermes, non? Ouais. Ok. Ouais. Et puis Dante, je sais pas si ça va être. Carton rouge direct, c'est 2, non? Ben, ça dépend de la commission, mais comme elle n'aura pas lieu cette semaine, je crois qu'il est d'emblée suspendu pour le prochain match. Ouais, On non. verra pour celui Ouais, ouais. d'après. Mais je pense que ce sera qu'un match. Iclo, est-ce que tu Déjà, vois je des voulais juste changements? rebondir sur ce que vient de dire Hugo par rapport aux dynamiques des uns et des autres. J'ai l'impression que cette année, alors moi je suis plus dans le team à moitié vert, à moitié plein, mais j'ai l'impression que cette année, les dynamiques, en fait, elles sont éphémères. C'est-à-dire que je me souviens de milieu de saison ou première partie de saison, à un moment donné, on disait la même chose de Toulouse, qui était en train de revenir fort derrière, et puis d'un coup, on les a plus vus. Nous, on était aux fraises, et puis d'un coup, on est arrivé. Marseille, qui avait une très bonne dynamique, là, qui est en train de tomber. Lyon, un coup ils gagnent, un coup ils perdent. Donc, je sais pas, j'ai l'impression que c'est vraiment la loterie, que ça va se jouer entre Marseille, Monaco, nous, il y a quoi derrière? Il y a Lyon, Strasbourg, et j'en oublie un, Lille. Mais j'ai l'impression que tu prends cela, tu tires au sort pour avoir le classement final. C'est vraiment l'impression que j'ai, parce que n'importe qui peut gagner, n'importe qui peut perdre. J'ai l'impression dans toutes ces équipes-là. Et du coup, j'ai un peu sorti de la question. Tu me C'était disais par rapport à Nantes. Ouais. Ouais, la compo, l'approche tactique. Est-ce que tu penses qu'il va y avoir des changements? J'ai du mal à y croire parce que il est quand même Francaise, il est assez, comme on disait tout à l'heure, hein, il est assez, il change pas beaucoup d'avis, pas beaucoup de tactique. Moi, samedi soir, moi, les joueurs, je les aurais fait rentrer à pied à la maison pour leur faire passer un message. Et j'aimerais qu'un jour on ait un entraîneur un peu comme ça, tu vois, qui prend des décisions un peu quand ça va pas, qui leur rentre dedans et qui leur fasse comprendre qu'ils doivent Dans se le foot bouger. Et actuel, je sais pas si, est-ce que tu penses que ça passerait en 2025? j'aimerais bien. Regarde Ouais. par exemple De Zerbi, il a fait un petit coup d'éclat ce week-end de ce que j'ai lu tout à l'heure. Là, quand ils sont rentrés du match de Reims, ils sont allés dormir tous à la commanderie et entraînement le lendemain matin, alors qu'ils étaient censés avoir 1 jour ou 2 jours de repos. Tu vois, ce genre de petit coup d'éclat qui les refait un peu descendre sur terre et leur fait comprendre que
ils sont pas là pour rigoler, quoi. Hmm. Mais bon, non, ça n'arrivera pas d'ici vendredi. Et sur le terrain, je suis un peu désabusé hein, entre nous. Là, je prends comme on a l'habitude d'entendre, hein, on prend les matchs les uns après les autres. Et puis on verra bien où on sera. Mais là, franchement, je sais pas. Ils sont capables de tout et de rien. Je sais pas. J'arrive pas à me positionner là-dessus. Et puis, comme disait Hugo, on joue contre Nantes. Hein, on sait ce que ça donne, hein, les matchs contre Nantes. Ça nous réussit peu. 0 Mais tu victoire vois, à la finale hein, contre Nantes. 0. Ah ben voilà. Mais ça me fait un peu penser, tu sais, j'en discutais l'autre fois avec des potes. Alors, je reviens un peu sur le côté communication au club, etc. Dans la com, on met beaucoup en avant l'institution, le fait qu'on soit une famille, le fait qu'on soit tous ensemble, nanani, nanana. Est-ce que, encore une fois, je pose la question, est-ce que les joueurs ont conscience de ça ou enfin, du moins pas que les joueurs ont conscience, mais est-ce qu'un joueur, quand il signe à l'OGC Nice et qu'il joue pour ce club, est-ce que comment formuler ça? Est-ce que finalement, Est-ce que en fait, la la com, dynamique employée par la com, elle est aussi valable en interne, quoi, finalement? exactement, est-ce qu'elle est valable en interne ou est-ce que c'est. Moi, j'ai l'impression que les deux sont déconnectés en fait. C'est-à-dire qu'on essaye de créer une image autour du club, de créer une dynamique auprès des Iclo, supporters. c'est le principe de la com. Ben moi, je suis pas d'accord avec ça. Bah, si tu crées un produit, Tu crées un produit, mais il faut que derrière ça suive. Oui, mais après, rien ne te dit que en fait, le produit derrière, c'est éclaté, tu vois. Enfin, Oui, mais du coup, ça crée un décalage. Mais du coup, si les joueurs ils sont pas impliqués dans ce produit-là que tu crées, ben je vois pas comment ça peut marcher en fait. c'est Moi, je viens du milieu du une bonne marketing. Hein, je intuition. viens du milieu du marketing. C'est ce que tu apprends à l'école. Hein, c'est qu'il faut que tu aies une cohérence, une continuité dans toutes les sphères de ta marque, de ton produit. Mais si tu dis un message et que derrière tout le monde s'en fout, bah nous, tu vois, c'est comme si en tant que supporter, le club crée des attentes. Et je repense entre autres à la dernière année de Favre, quand ça parlait de finir numéro 2, Ligue des Champions, patin couffin. Donc ça crée des attentes, mais dans la réalité, entre les mots et les actes, il y a un énorme décalage. Regarde ce qui s'est passé là avant le match contre Monaco. Avant le match contre Monaco, la com, c'était ensemble et maintenant. Alors on est sorti de mon gym, ma famille, là c'était ensemble et maintenant. Fin du match, tu fais un match honteux, dégueulasse. En tribune, comme souvent, les supporters ont assuré. Les joueurs sont partis en courant, rentrés au vestiaire, et je sais que tu es bien placé parce que tu étais allé voir le match en Coupe de France contre Saint-Brieuc, et il s'est passé la même chose. Les joueurs rentrent en courant au vestiaire, ils viennent même pas saluer les supporters. C'est ça le ensemble et maintenant. Tu vois, pour moi, je sais pas, je suis vraiment très déçu et en train de me déconnecter en fait de cette équipe, entre autres à cause de ce genre de truc. Parce qu'on te vend du rêve, on te vend. Alors les mots, ils sont jolis, les affiches, elles sont belles, machin, mais les joueurs, ils suivent pas. Hugo, Donc t'en penses quoi de ça, Hugo? Le fait que Iclo parle d'un décalage finalement entre la communication et ça, est-ce que c'est les joueurs? Est-ce que c'est la communication le problème? Est-ce que les joueurs n'ont pas pris conscience finalement de l'esprit derby que requiert ce type de rencontre? Alors que pourtant, tu vois, j'ai le souvenir, et c'était pas il y a si longtemps que ça, l'année dernière, le match qu'on joue à domicile contre Monaco, qu'on perd avec l'expulsion de Dante, on le perd ce match, mais je crois que c'était le match où l'équipe m'avait le plus régalé parce qu'il y avait de la détermination, il y avait de l'intensité, et tu perds, mais tu perds les armes à la main, quoi. Enfin, il y avait un côté, ils ont tout donné, et quelque part, ce sentiment de fierté-là, je l'ai ressenti après une défaite. Et c'est vrai que, bon, euh, le discours d'Iclo, c'est quelque chose qu'on entend et qu'on lit aussi, et qui est la résultante aussi de plusieurs années, on va dire, d'ingérence et de politique sportive qui peut parfois être un peu
particulière, disons-le ainsi. Tu te positionnes comment, Hugo, par rapport à ça tu penses quoi de ce qu'a dit Claude? Non, mais moi, sur le principe, évidemment, je suis d'accord avec lui sur le côté déconnecté de la com et des joueurs, mais malheureusement, c'est triste à dire, mais dans le foot d'aujourd'hui, c'est comme ça dans tous les clubs et, euh, et ça permet aussi d'embrayer sur le côté. Je vois beaucoup dans la communauté, beaucoup de gens s'en prendre au CM ou vraiment au compte Twitter de l'OGC Nice pour les résultats. Je trouve qu'il faut quand même savoir dissocier les deux. Malheureusement, les gens qui travaillent au club n'ont pas la responsabilité de ce qui se passe sur le terrain. Et c'est pas parce qu'il y a eu un petit visuel où il y avait écrit à la maison sur 4 matchs qu'on a perdu le match, forcément que moi, sur le principe, le côté chambrage, le côté tant que c'est pas insultant et que c'est bon esprit, moi, ça me dérange pas du tout. Et je suis pas là à penser que c'est à cause de ça qu'on a perdu et que c'est à cause de ça que le club va mal. Je trouve que c'est un peu la solution de facilité. Pour moi, le problème de samedi, il était clairement sur le terrain, il était clairement au niveau des joueurs, au niveau de l'approche du match. C'était pas à cause de ce qui s'est passé sur les réseaux avant ou de ça. Je trouve que c'est un peu. Non, c'est pas à cause de ça, mais pour moi, quelque part, les joueurs, ils y sont sur les réseaux. Donc, quelque part, tu plantes une petite graine dans la tête du joueur. Je pense que là, par exemple, tu prends l'exemple, voilà, on joue à la maison, ben le joueur, quelque part, ça lui plante une graine. Mais pour moi, la graine, elle était mal plantée, elle n'a pas été arrosée. Parce qu'ils ne sont pas arrivés comme s'ils étaient à la maison, là, samedi soir. Mais et cette histoire de graines, en fait, on se faisait la réflexion avec des potes l'autre fois, c'était, tu sais, t'entends souvent au niveau de la com, encore une fois, du club. Alors, je vais pas utiliser les mots exacts qui sont employés, mais souvent, t'entends, regardez d'où on vient, on n'est que Nice. On est le petit qui essaye de se faire une place parmi les grands, mais on verra un match après les autres, on verra, le mieux c'est de finir le plus haut possible à la fin de la saison, on verra où on sera en fin de saison, etc. Ce genre de discours, pour moi, alors je sais pas ce qui se dit en interne avec les joueurs, je sais pas quand on leur fixe un objectif, si on leur fixe un objectif en termes de place, de position à la fin du championnat ou pas, je sais pas. Mais si le discours, il est le même que nous, on entend sur ce niveau d'ambition, ben pour moi, il y a un problème. Et le problème, c'est que assume, tu es l'OGC Nice, ça fait une vingtaine d'années que tu es en Ligue 1, que ça fait une dizaine d'années, voire un peu plus, que tu n'as plus peur de descendre, que tu joues les premiers rôles en Ligue 1. Je pense que si on fait la moyenne, je crois qu'on est, si on fait le cumul sur les dernières saisons, je crois qu'on est 6e ou 5e ou 6e en moyenne. Assume cette place-là et de l'ambition et dit, cette année, on va chercher la Ligue des Champions et plante ce genre de graines, cette ambition, et je trouve qu'on l'a pas. Bah, Parce que ceux qui ont voulu planter cette graine, c'est Ineos, hein, on a vu ce qui s'est passé. Hein. ouais, mais ils ont fait n'importe quoi. Oui, non mais bon, la communication hors sol aussi, on a vu ce que ça nous coûtait. Non, après, effectivement, moi, juste pour évoquer ça, vis-à-vis de la communication, ça reste de la com et même la réponse du CM de Monaco avec cette petite capsule vidéo sur le scooter, honnêtement, c'est fun, ça fait partie Non, non. de l'ambiance derby, c'est bien. Maintenant, l'année dernière, à la même période, tu fais une communication, l'Europe se joue maintenant, t'enchaînes une succession de résultats négatifs. En fait, je suis d'accord pour dire, il ne faut pas rentrer dans cette théorie du complot voilà, c'est la communication qui fait que. Mais quelque part, je trouve qu'on retient pas aussi nos erreurs, quoi. On retient pas nos erreurs et au bout d'un moment, bah, certes, ça fait partie du jeu, la communication, mais moi, je préfère l'humilité aussi, quelque part. Après, moi, j'ai pas trouvé que c'était le spot de l'année dernière, le fameux spot qui est l'Europe se joue maintenant. J'ai pas trouvé que c'était un manque d'humilité ou une arrogance incroyable, que c'était juste pour encourager les gens à venir voir l'équipe Hmm. sur les derniers matchs. Alors forcément, après, avec du recul, quand tu te dis, bah après ça, on n'a plus gagné un match, c'est con. Mais à ce moment-là, au moment où ils l'ont fait, pour moi, c'était logique de le faire. C'était avant le derby. Il fallait motiver les gens à venir parce que le stade est souvent vide. J'ai pas trouvé que c'est pas comme s'ils avaient fait un spot où ils avaient dit ça y est, c'est la Ligue des Champions réservée aux places pour la LDC et la petite musique l'année prochaine. Pour moi, c'est différent. Moi, j'ai l'impression on est tous frustrés. C'est normal des résultats du club ces derniers temps. Et, euh, et cette frustration, bah, il faut qu'elle s'exprime. Et forcément, bah, quand tu repenses avec le recul au spot qui a été fait, bah, tu te dis
En fait, c'est la première réaction primaire qui va te dire que c'est à cause de ça. Mais je pense qu'il faut savoir séparer un peu tout ça. Et sur ce que tu as dit, Claude, moi je suis d'accord. Et je sépare la communication réseau, c'est-à-dire ce genre de visuel de spot, et la direction sportive, les éléments de langage du club. Il faut savoir se souvenir d'où on vient, etc. Où là, pour moi, c'est beaucoup plus problématique parce que c'est vraiment bah, c'est ce qui est diffusé au plus haut niveau du club. Je sépare ça de ces spots publicitaires sur les réseaux qui pour moi sont différents. Et je suis beaucoup plus inquiet par ce que tu viens de dire et le manque d'objectifs au plus haut niveau du club que par ces spots qui pour moi c'est un épiphénomène comparé à ce qui se passe au-dessus, quoi. Parenthèse refermée, les gars, on va juste clôturer sur le match. Avant de passer aux notes individuelles, est-ce qu'il y avait quelque chose que vous souhaitiez eh bien, aborder? Bon, on a fait le déroulé de la rencontre, la dimension tactique, les changements. On peut passer, si vous le souhaitez, aux performances individuelles. Bon, j'ai envie de dire plutôt qui a été au rendez-vous, hein, ça va être plus rapide. Boulka, forcément, alors bon, qui a troqué ses habits de lumière lorsqu'il est au Louis II, avec ce penalty arrêté et puis ces nombreuses situations aussi gérées. Bon, un jeu au pied toujours un peu par moments approximatif, mais ça, on va l'excuser sur cette rencontre. Quoi dire de plus? La ligne défensive, Youssouf qui a été sélectionné dans l'équipe type, l'équipe. Et puis après, c'est là où le bas blesse. C'est que finalement, Hugo, t'as pas grand monde qui a fait son match. On a parlé un peu de Boga. Est-ce qu'il y a un autre joueur ou d'autres éléments que tu souhaitais ajouter? Non, moi j'ai quand même envie de m'arrêter sur Youssouf. Je trouve qu'on l'a quand même pas mal, à juste titre, défoncé sur le début de saison où il était souvent pas au niveau, souvent même physiquement, souvent dépassé, souvent blessé. Je trouve que depuis qu'on a lancé le sprint final, justement, c'est un des rares qui est au niveau attendu, au niveau football et au niveau attitude aussi. On s'est plaint que beaucoup de joueurs jouaient pas de derby. Je trouve que lui, dans les duels, même depuis le match contre Lyon, le match contre Auxerre, lui, tu sens que il a envie d'aller chercher ce podium, d'aller chercher cette Ligue des Champions. Et je le sens un peu désabusé souvent quand il voit le niveau d'implication de ses coéquipiers. Et c'est franchement dommage parce que, comme je l'ai dit, au début de saison, il était vraiment pas au niveau, mais là, il monte sacrément en puissance depuis le début de l'année et c'est dommage que ça soit pas suivi parce que faut que c'est un leader par l'exemple et un niveau aussi par le football parce que depuis le début de l'année 2025, je trouve que c'est le meilleur dans la ligne défensive. Et malheureusement, c'est pas suivi dans les faits par notamment ces deux compères de la défense centrale qui ont encore été, je trouve, en difficulté samedi. Peut-être plus Dante que Bombito. D'ailleurs, l'axe gauche Dante Abdi sur la rencontre a été en grande, grande difficulté. Iclo, est-ce que tu as d'autres éléments que tu souhaitais rajouter vis-à-vis des performances individuelles, des joueurs voilà, tu as envie d'égratigner même, hein, si c'est Ouais, un... bah, Vas-y, hein, elle dure combien de temps l'émission? on peut terminer dans 2-3 minutes, hein, si ça te va. Non, mais pour revenir sur ce que disait Hugo sur Youssouf, je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit. La seule chose, c'est que des fois, je le sens un peu maladroit et à vouloir trop en faire, ben, il va se prendre un carton. C'est arrivé, alors pas à Monaco, mais c'est arrivé sur certains matchs, tu vois, à vouloir trop faire le patron, à vouloir trop. Mais ceci dit, moi, ça, je le reprocherai jamais à un joueur. C'est juste que des fois, bah, c'est un peu con parce que tu te retrouves suspendu parce que t'as cumulé trop de cartons pour ce genre de conneries, toi, de fautes bêtes, enfin, d'attitude un peu bébête. Mais moi, j'ai bien aimé son attitude à un moment donné sur un corner. Je crois que c'était juste après le premier but de Monaco, où justement, il est allé bouger. Encore une fois, j'ai oublié son nom, Birette. Et qui lui a montré que voilà que c'était le patron et que l'autre le blondinet là il fallait qu'il se détende un petit peu quoi. Donc ça, ce genre d'attitude, oui forcément, moi là, j'aime et je pense que je suis pas le seul à partager ça. Tu parlais d'Abdi. Moi, Abdi, j'ai oublié qu'il a joué le match jusqu'à la fin du match en fait, quand c'est le seul qui est venu voir les supporters. Et là, j'ai trouvé qu'il a eu une très bonne attitude parce qu'il ne s'est pas démonté. Il a appelé ses coéquipiers pour venir nous voir et pour venir nous parler. Et il y a Shaw qui a timidement suivi. Et il y avait un troisième, j'ai oublié qui c'était le Mendy. troisième. Mendy, exact. Et c'est tout.
j'ai trouvé ça assez lamentable. Après une prestation pareille, et encore une fois, le décalage entre la prestation des supporters et la prestation des joueurs, la moindre des choses, tu viens, tu dis merci, et pas tu pars en courant te cacher dans le vestiaire. Et donc, Abdi, c'est le seul qui a essayé d'encourager ses coéquipiers à venir, et c'est c'est le premier à être venu, et il a réussi à motiver Shaw et Mendy, du coup. Mais voilà, mais à part ça, pas grand chose à dire sur personne. Si, sur Klose. Klose, passe décisive, encore une fois. Ça fait du bien de voir des centres qui servent à quelque chose, parce que ça fait des années qu'on n'avait pas trop de centres chez nous non plus. Donc voilà, pas grand chose de plus à dire. L'axe gauche, juste, je remets une pièce dans le jukebox. Quand même coupable hein, sur les deux buts, Hugo. Dante en difficulté aussi sur ce match. On peut pas dire qu'il a été en grande réussite. Hein, et puis la cerise sur le gâteau, c'est ce carton rouge, alors que je trouve quand même extrêmement sévère. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça vient clore une prestation très très compliquée qui sera absent contre Nantes. Donc, est-ce qu'on aura la joie de voir Abdelmonem qui est sur le banc depuis des semaines et des semaines et qui n'a pas joué, je crois, depuis peut-être Saint-Brieuc. Tout à fait. Donc c'est quand même compliqué. Non, mis à part ça, ouais, moi j'ai quand même aussi envie de parler de l'entrée de Boudaoui, alors sans doute pas à 100%, retour retour de sélection, Francaise l'a dit, Ramadan en cours à ce moment-là encore, mais alors franchement l'entrée, c'était une catastrophe. Une Ah, il catastrophe. était meilleur sur la sortie. Hein. Il a le plus gros sprint de sa Non, carrière, je mais crois. beaucoup de déchets, beaucoup de déchets. Alors, on s'attendait peut-être à mieux à ce moment-là. Tu te dis qu'il rentre pour apporter voilà, un petit peu de maîtrise technique au milieu de terrain. Je sais pas ce que tu en as pensé, Hugo, mais est-ce qu'on peut prendre en compte la dimension physique forcément, mais pas une entrée convaincante, un peu comme tous les entrants finalement. Ouais, c'est ce que j'allais te dire, les entrants, j'ai pas envie d'aller stigmatiser Boudaoui plus que les 4 autres parce que je trouve que tous les entrants, bon, forcément mention faite à part pour Mofi qui reprenait la compétition, mais je trouve que tous les entrants ont été catastrophiques. Loucher, il me semble qu'il rentre, son premier ballon, c'est une transmission totalement ratée qui sort en touche. Diop, je l'ai trouvé vraiment cata et c'est un point sur lequel je voudrais aborder. J'ai peur que Francaise ait perdu Sofiane Diop parce que il était en feu total. C'était notre meilleur joueur sur la séquence fin 2024, début 2025. Et là, depuis que Ez l'a un petit peu mis au placard avec le changement de système, il a totalement perdu son rythme. Et ses dernières prestations, je l'avais trouvé déjà emprunté contre OCR. Son entrée contre Lyon, il me semble, n'était pas bonne. Et là samedi, c'était compliqué aussi. Donc ça, c'est un point qui m'inquiète aussi. C'est que j'ai peur qu'on ait perdu pas mal de nos remplaçants. Tu parlais d'Abdelmonem qui va revenir après 2 mois sans jouer. Compliqué pour lui de reprendre le rythme après autant d'absence alors qu'il montait pas mal en puissance. J'ai bien peur que la gestion des remplaçants là, de Franquet sur ces 2 derniers mois, on puisse aussi la payer sur le sprint final. J'ai quand même l'impression que je vais me répéter par rapport à ce que je disais un peu plus tôt, mais quelque part, ça devait être une force et un confort que de récupérer des joueurs. J'ai l'impression que quelque part, on ne sait pas forcément, on n'a pas forcément tiré un bénéfice quoi. Dans les rotations, dans le fait on garde un système tactique constant. Bon, je sais pas, on verra. Dès Ça vendredi. n'a pas, ça a pas tenu parce au début, quand on a commencé à récupérer les joueurs, tu sais, à la trêve hivernale, j'étais invité sur une autre émission et c'est ce qu'on disait, c'est que le meilleur mercato peut-être c'est de récupérer nos blessés parce qu'on a réussi à tenir la baraque tant bien que mal en première partie de saison. Tu récupères des blessés, des joueurs importants et on se dit bah c'est bon, on est en train de faire un super mercato au final. Et ça a marché au début. Je me souviens même Ez qui disait que maintenant il allait pouvoir faire des choix et puis des joueurs qui avaient joué en début de saison qui n'avaient pas pris leur rôle plus au sérieux que ça, on les reverrait plus. Et ça a tenu quelques matchs et puis là, il se passe plus rien. Messieurs,
Merci beaucoup pour votre présence, pour votre expertise et pour les éléments que vous nous avez apportés sur ce match. Voilà, Francaise l'a dit, il va falloir réussir à switcher et à passer à autre chose. Dès vendredi soir contre le FC Nantes, réenclencher aussi une dynamique pour assurer une fin de saison la plus positive possible. Merci à tous les deux merci à vous qui avez regardé ou écouté ce numéro. On se retrouve très vite dès cette semaine pour parler encore de l'OGC Nice pour, on l'espère, une victoire. D'ici là, prenez soin de vous, la Baeta et Issa Nissa. Ciao, ciao. Salut. Ciao, ciao tout le monde.